Merci à toutes et à tous. Comme dit Alicia, le but, c'est que ça soit un livrable, entre guillemets, interactif. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. L'objectif étant de donner de la valeur dans ce rendez-vous, que ça soit très opérant pour vous, pour le business. C'est ce qu'on a voulu avec Alicia, c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait vous créer de la valeur, comment augmenter votre chiffre d'affaires, hein, soyons clairs, hein, augmenter votre rentabilité, comment mieux utiliser les outils. Et donc, la thématique de la donnée propre à la décision et comment préparer ces ponts de manière un peu succincte, parce que je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais toutefois, je me permets de te présenter. Tu te présentes, peut-être. Tu te Oui, présenteras mieux que moi. peut-être. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis la directrice commerciale de Thaïs PMS. Donc, comme le nom l'indique, on commercialise un PMS, donc une solution de logiciel de gestion hôtelière à vocation pour les hôteliers et hôteliers restaurateurs. Donc, moi, ça fait près de 10 ans que je travaille chez Thaïs. Donc, j'ai vu toute la palette d'évolution, à la fois du marché, à la fois de la solution. On était des tout petits au début. Et l'idée, c'est au-delà de uniquement la partie commerciale, c'est vraiment d'accompagner aussi au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien ces formats un peu webinaires en petits comités pour pouvoir échanger sur des sujets dédiés. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi parce que j'ai eu quelques questions, notamment par rapport au ce pourquoi on faisait les ponts de mai peut-être aussi tard. Il faut savoir que les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui sont réplicables. Donc, vous allez pouvoir les réutiliser à d'autres périodes. On va quand même faire des focus sur le pont de mai, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais Ouais. sachez que s'il y a besoin sur d'autres périodicités, c'est des choses que vous allez pouvoir appliquer à nous. Exactement, ouais, complètement en phase avec ce qu'a dit Alicia. Le but, c'est que ce soit réemployable à d'autres moments. C'est vrai que le timing est plutôt intéressant parce que malgré tout, le business n'est pas totalement fini, même si en effet, il est assez avancé, hein. Et nous, pour notre part, pour Calio et RMD, donc Jean Laherrère, j'en suis le fondateur. Voilà plus de 12 ans qu'on fait du revenu management, hein, avec un axe plutôt orienté produit, justement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de valoriser, hein, le travail des hôteliers, de leurs amenities, de leur travail au quotidien et pas non plus partir dans la jungle. Et donc là, on va montrer des applications extrêmement concrètes, très opérationnelles sur deux hôtels, hein, qui, eux, ont compris leur valeur, ont un bon PMS, hein, et du coup, gagnent beaucoup d'argent. Ils ont 21 chambres, hein, chacun. Donc j'ai pris vraiment des petits hôtels, entre guillemets. Donc tout est possible. Et donc, un peu en filigrane, ce qu'on se disait avec Alicia en préparation, souvent, l'hôtelier a un PMS. Alors, pour Thaïs, en tout cas, c'est une belle boîte. Nous, on aime beaucoup dans notre quotidien. Je trouve que c'est extrêmement flexible, très bien construit, hein. Mais comme tout, ça dépend de ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on met des pièces d'or ou autre chose? Alicia, peut-être tu veux compléter? Non, 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 je vais plutôt clair, la hein. suite. Et du coup, on parle souvent, beaucoup, on entend parler des hôteliers qui disent, oui, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, être plus visible, mener des opérations commerciales et marketing, bref, en voiture, en voilà. Ben oui, mais si le socle, il n'est pas bon, ben derrière, on n'en fait pas grand-chose. Euh, je me permets une anecdote, Alicia, je t'ai trouvé dans un PMS, pas un Thaïs, vas-y. Un hôtelier où du coup je passais l'été à côté de l'établissement, je voyais plein de Porsche, des Belges, j'étais ravi, c'était extraordinaire. J'analyse les réservations et les nationalités, je vois que des Français. Et j'ouvre le PMS, je regarde les réservations, donc ces Français vivaient à Bruxelles. Ah ouais, 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 ouais. Donc bon, on a un cahier de réservation et du coup finalement on ne fait pas grand-chose. Et derrière, pour faire du marketing, ben, c'est un peu plus compliqué. Pour les cas observés en implémentation, j'imagine, Alicia, tu ne manques pas d'anecdotes sur le sujet, hein, euh, mais en tout cas, on peut vous expliquer, c'est que souvent, les hôteliers ont des cotations, enfin des éléments de segmentation qui sont assez fragiles. Flex, bar, Sanga, PC, c'est des vrais codes tarifaires, hein, extraits de PMS, hein. Et donc, avec ça, on n'en fait vraiment, vraiment pas grand-chose. Par contre, si on fait une hiérarchie qui est propre, comme vous pouvez le voir dans le schéma, loisirs, affaires, groupe, donc par motif, hein, par sous-catégorie, hein, par typologie d'achat de produits, hein, et après par plan tarifaire, derrière, on peut apprendre plein de choses. On a toute la granulométrie marketing.
C'est ça, et surtout qu'il y a les codes tarifaires. Alors, on peut les utiliser en interne. C'est vrai qu'on a les habitudes de Bibi, semi, bar. Par contre, il faut bien faire attention aussi au niveau commercial, parce que nous, notre jargon, on le connaît. Demain, un client, il voit un Bibi, c'est pas forcément ce que ça comprend. Donc, il faut bien aussi distinguer les cotations et les noms internes des noms commerciaux. Parce qu'un moteur de réservation, très rapidement, la personne doit trouver l'information sans avoir besoin de vous appeler. Donc, c'est vrai que des fois, quand on se retrouve avec 50 plans tarifaires qu'on est incapable d'expliquer, que ce soit au téléphone ou que ce soit directement en face, comment on pourrait, avec un pilotage seul d'un client qui est sur un moteur de réservation, comment lui-même, en toute autonomie, pourrait comprendre ces noms commerciaux. Donc, d'où l'intérêt de bien spécifier ce que comprend l'offre. Si je suis sur un package comprenant de l'hébergement et des prestations, déjà, au niveau du PMS, bien penser aussi à ventiler les éléments. Donc ça servira au niveau opérationnel, ça servira au niveau comptable et ça servira tout simplement au niveau analytique. Et aussi, donc, d'avoir des notations internes vs des notations commerciales. Ça, c'est un peu là où je vois très souvent des loups. Un petit peu. Et pour compléter ce que dit Alicia, qui est très très juste, hein, c'est que du coup, si les réservations sont vraiment extrêmement bien segmentées, derrière, ça permet de piloter un certain nombre d'actions. Euh, Typiquement, hier, avec un hôtelier, hein, du coup, on regardait l'avance-retard de production de sa segmentation. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Il avait une chute de production de son site Internet. Ah, c'est quand même un petit sujet, hein. Booking.com explose et ton site Internet se fait désosser. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bon. Bon, déjà, c'est quand même utile à monitorer, hein, parce que ça a quand même des coûts de distribution, hein, qui vous coûtent de l'argent au quotidien, hein. Sur un petit hôtel qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, hein, vous avez plus de 50% de votre business qui se passe par Booking.com, ça fait quand même 150 000 euros commissionnés à 17%. C'est un budget quand même, hein. Et dedans, en définitive, tu vois, Issa, l'hôtel en question, avant, c'était segmenté, et cette année, ça ne l'est pas. C'est vide. Parce que les nouveaux réceptionnistes ne sont pas avisés de cette segmentation. Et tu vois, ce que tu disais sur la lisibilité client, c'est aussi sur la lisibilité interne de formation. C'est-à-dire, j'ouvre un cahier de réservation, enfin un volet de réservation pour prendre une réservation. Comment je m'assure que mon collaborateur soit bien formé pour suivre ce filigrane, me le rendre obligatoire? Je ne sais pas si vous pouvez. Si. Justement, j'ai un petit tips par rapport à ça. Nous, généralement, ce qu'on conseille, c'est de mettre en premier non référencé ou non renseigné, tout simplement. Alors moi, c'est quelque chose que je pratique aussi en interne, parce que moi, c'est pareil, au niveau de Thaïs, je pourrais absolument pas piloter si je n'avais pas la source de venue aussi des établissements qui nous contactent. Et donc, généralement, moi, en interne, j'écris donc interne, et comme ça, quand je fais un point hebdomadaire avec mes équipes, je peux tout de suite identifier qu'elles n'ont pas renseigné la source. Et d'ailleurs, on a aussi, alors je parle pour ma paroisse, mais dans Thaïs, on a aussi dans les paramètres la possibilité de directement créer une fiche client type où à l'intérieur, je vais pouvoir mettre les segments, donc le nom défini ou le nom renseigné notamment, une nationalité par exemple par défaut, et comme ça me permet aussi de voir que mes équipes ont joué le jeu ou pas, et surtout qu'on a aussi gamifié. Parce que c'est toujours pareil, en fait, si on impose le fait de renseigner une fiche client avec des champs obligatoires, le problème, c'est que si la réservation, elle arrive par booking.com et qu'elle n'a pas ces champs, on se retrouve vite bloqué avec cette dite réservation. Par contre, le fait de gamifier un petit peu ces éléments, nous, on adore faire ça, c'est de voir aussi au niveau du… Excusez-moi, j'accepte le monde en même temps. Ça permet de voir aussi, en fait, si les équipes, elles ont à quel niveau elles ont rempli la fiche client. Exactement. En fait, on a une petite jauge qui nous dit, voilà, tel utilisateur, il a rempli tel champ. Donc, on a mis des systèmes de points dans chaque champ qui paraissent les plus importants. À minima, l'adresse mail, la segmentation, le nom, le prénom du client, son numéro de téléphone. Et comme ça, on peut voir un peu les utilisateurs qui mettent le plus d'informations au niveau des fiches clients. Voilà, donc on adore ce qu'on fait en interne. Et ça, j'adore, hein, j'adore ce que tu dis au niveau de la gamification, parce que c'est vrai que carotte ou baguette, hein, entre guillemets, hein, c'est vrai que c'est jamais très évident, mais par contre, pas de data, pas de chocolat, hein, c'est terrible, hein, donc comprendre les flux. Juste pour vous donner, je ne sais pas si nous avons des hôtels Accor dans le public, hein, je pense que beaucoup d'indépendants, par exemple, quand vous avez une donnée qui est normalisée, comme avec un hôtel distrib
qui est relié à Falls, vous avez imposé du coup toute une architecture. Mais cette architecture, elle a une vocation, c'est d'imposer la segmentation pour savoir qu'est-ce qu'on vend et à qui. Et aujourd'hui, vous avez la chance, avec Thaïs, entre autres, c'est un bon produit, justement, de faire cette structure, de le gamifier pour justement encourager le sujet et le bon renseignement de ces champs, mais c'est une valeur monstrueuse que Jean a réservé votre hôtel avec 100 euros. Super. Jean a réservé 100 euros, mais un NANR en direct ou un package, je sais pas, pique-nique ou ce que vous voulez, ça a une autre. Et qu'il est français et qu'il vit à La Rochelle, là, c'est encore plus intéressant pour votre marketing, pour plein de choses. Et quand on met les mains dedans, dans le PML, généralement, c'est pas toujours nickel. Donc ça, c'est un point important de valeur pour vous. Ça aide à prendre beaucoup de décisions. Et donc, il y a un peu de redite, Alicia, mais c'est ça, je crois. C'est un peu les best practices que vous avez. C'est ça, Catégorie, sous-catégorie, type de tarif et plan tarifaire. exactement. Et ça, alors, catégorie, c'est pas toujours très évident sur motif de séjour, mais ça a quand même beaucoup de valeur d'avoir le motif. Dans un autre volet que les individuels, sur les groupes, ça a une immense valeur. Souvent, on voit les hôteliers qui ont des segmentations de type séminaire. OK. Donc, bon, quand vous êtes une entreprise, vous avez 1000 raisons de faire un séminaire. Ça peut être pour faire un team building, c'est la fête, on fait du kart et tout le monde est très content. Ça peut être une réunion de travail, quelque chose de sérieux. Ça peut être un codir, ça peut être une incentive, une manière de récompenser tout le monde qui a fait ses objectifs, etc., etc. Et donc, c'est très, très important aujourd'hui d'avoir des qualifications de besoin. Le mesure du taux de complétion, c'est un peu ce que tu disais, Alicia, c'est-à-dire par défaut, je mets du non renseigné, et quel est le pourcentage de renseigné? C'est là où justement, c'est ce que tu fais toi, Alicia, avec tes équipes, c'est-à-dire un KPI hebdo, revu en équipe. C'est-à-dire, toi, tu le fais hebdomadairement avec tes équipes, quoi. Oui, Pose exactement. la question à l'Assemblée, n'hésitez pas à répondre, qui a fait le point de l'état de ses réservations, au moins dans l'année qui vient de passer? Je ne sais pas si tu as des réponses. Alors, donc on a un établissement qui nous a répondu, je le fais tous les jours. Oh, Donc c'est vrai que c'est oh, assez rare. Et, bravo, c'est et chouette. pour la petite anecdote aussi, je me suis retrouvée moi avec un établissement, c'était à Paris, qui j'étais en face de lui et qui m'a dit non mais vaut mieux réserver sur booking.com. C'est vrai que ça c'est encore des choses qu'on voit aujourd'hui, qui me paraissent quand même assez dingues. Mais la personne, au lieu de renseigner les éléments au niveau de son PMS, préférait que je passe par booking.com pour que la réservation arrive directement au niveau du système. Ah, quand ça sort renseigné? Voilà, exactement. Qui évite lui d'avoir à renseigner les informations. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est surtout que vous, derrière, vous y perdez aussi. Et d'où l'intérêt, ce qu'on disait en fait avec les 3 piliers, c'est que déjà, ça permet aussi de faire du marketing, du retargeting, parce que je ne vais pas communiquer de la même manière avec un client qui aura pris qui sera de nationalité espagnole et qui aura pris le petit déjeuner qu'avec un client qui sera venu plusieurs fois dans mon établissement. Derrière, je vais pouvoir adapter aussi mes canaux de communication. Et surtout qu'on a la chance quand même aujourd'hui d'avoir des CRM qui, d'ores et déjà, quand je fais la réservation, qui permettent de renseigner des formulaires pour que directement la segmentation se fasse. Donc, on n'est même plus obligé que ce soit fait par les équipes. C'est que le client lui-même peut mettre sa segmentation. Je suis venu en train, je viens avec ma famille. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'auto-remplir dès lors que j'ai fait une réservation, pour essayer aussi de gagner en connaissance client. C'est génial ce que tu dis avec le CRM qui en effet peut faire de la préqualification. C'est vrai, ça a une valeur marketing monstrueuse pour adapter son discours, sa manière de communiquer, son site internet. C'est pas la même chose si je suis un établissement qui a tendance à attirer des Anglais ou que sais-je sur telle période. Ils attendent ci, ils attendent ça. D'avoir cette connaissance, de pouvoir adapter sa stratégie de communication, c'est d'une grande importance pour augmenter son efficience commerciale. Vraiment, ça a une valeur monstrueuse. Et donc voilà, bon, c'est bien. Il y a des hôtels qui le font. D'expérience, pas beaucoup, ouvrent les mains dans le PMS et regardent les réservations.
Mais c'est très bien pour cet hôtelier, bravo, hein. Il y a les réservations, il y a le Cardex client et il y a aussi les Cardex entreprises. On n'en a pas parlé, mais des fois, les Cardex entreprises, au secours, on voit la même boîte créée 6 fois. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un de l'entreprise qui passe. Ça arrive, hein. Et oui, et aussi, il y a d'autres éléments. Et ça, sur la partie restauration, sur les packages, etc., il y a de la donnée partout. C'est vrai qu'on se rend compte que les indicateurs qui sont les plus sous-utilisés, c'est notamment au niveau de la restauration. Il y a un vrai enjeu au niveau de la restauration aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Alors moi, ma passion en ce moment, c'est de regarder Cauchemar en cuisine. Alors, ça date un petit peu. Mais au niveau de la restauration, ce qu'il faut pouvoir analyser, c'est la rentabilité. Donc, on a toujours du revenu management qui est fait au niveau de l'hôtellerie et moins au niveau de la restauration, alors que au niveau d'un PMS ou d'un POS, c'est des éléments qu'on a. Et donc, le fait d'analyser, par exemple, par rapport au service, est-ce que j'ai tout intérêt à fermer le midi, par exemple, parce que finalement, j'ai 3 couverts et je fais 300 € de chiffre d'affaires. D'analyser aussi au niveau global, parce que si on a un hôtel-restaurant, est-ce que je n'ai pas tout intérêt à ouvrir aussi une clientèle de passage si je ne le fais pas déjà, de pouvoir voir au niveau de la saisonnalité si les performances l'été par rapport à l'hiver. Donc ça, c'est des choses aussi qui pour moi, sont sous-utilisées et sous-exploitées au niveau des données d'analyse. Je te donne 100% raison pour avoir piloté un certain nombre de resorts ou d'établissements justement où le F&B avait une grande importance dans le chiffre d'affaires à travers la restauration. Très malheureusement, aujourd'hui, la pression est concentrée sur l'hébergement parce que la marge brute est monstrueuse par rapport à de la restauration, c'est évident. Mais quand des fois, dans mon package, je rogne dans l'hébergement pour vendre ma restauration, finalement, est-ce que je ne suis pas en train de donner ma marge? Moi, c'est des vraies questions, hein. Quand des fois, on voit des packages complets vendus au même prix que, dans le jargon, on appelle ça des RO, c'est-à-dire room only, hein. On se dit, bah, tu es en train de donner ton restaurant, là, pour le faire vivre. Ah oui, le petit déjeuner, je le mets à pleine balle dans le package. Ben non, quelque part, je dégraisse de la valeur liée à l'hébergement dans le positionnement du Bibi. Il faut être dans la réalité pour faire le cost. Après, justement, exactement ce que disait Alicia, c'est-à-dire quand derrière vous analysez finement votre restauration, parce que vous avez réfléchi à d'autres segments de clients, des gens à un plus haut pouvoir d'achat, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui en ont moins. Quand j'attire trop bas avec des promotions, etc., pour remplir mon hôtel, mais est-ce que j'attire de la clientèle qui a une capacité de pouvoir d'achat pour faire vivre mon restaurant? Une question. Deuxièmement, est-ce que le CA de mon restaurant doit être porté par mon hébergement et par mes équipes? Comme a dit Alicia, est-ce que j'ouvre sur place? Et est-ce que je suis capable de transformer un menu du jour en 2 plats à la carte? Et ça, c'est un acte commercial. Et pour ça, il faut le flaguer, il faut le comprendre, il faut l'analyser. Et donc, et aussi un point que pas trop évoqué, forcément, c'est mon dada, le forecast, on en parlera tout à l'heure. Quand on a un prévisionnel sur le remplissage, on peut aussi ajuster ses équipes. Plutôt que de se dire, tiens, j'imagine tous ceux qui ont un restaurant et qui ont mis une armée et qui a nobody dans le restaurant, bah, c'est un peu compliqué, hein. Ou l'inverse, ils n'ont pas forcément totalement anticipé et finalement, ils sont peu en salle et c'est le problème. Donc, oui, donc, il y a des petits sujets. Et je trouvais qu'il y avait un truc super cool que vous avez fait quand même. Moi, je jouerai un peu. Je peux même faire potentiellement une démonstration en live. Ah oui, vas-y. Si tu veux, j'arrête la fraise, hein. Allez, on va faire ça, parce que je trouve ça. Donc, pourquoi on vous parle de données? Ça va aussi de pair avec l'actualité. On rebassine beaucoup, les oreilles par rapport à l'IA, mais l'IA à quel prix et comment l'utiliser? Donc, je reviens à ce que je raconte à mes équipes, mais c'est vrai que je vois les équipes ont souvent tendance à demander un peu tout et n'importe quoi à ChatGPT ou à Mistral ou à Claude. J'ai 3 carottes dans le frigo, est-ce que je peux faire une salade? Bon, c'est très bien, c'est quand même pas l'utilisation prévue ou c'est pas l'utilisation la plus efficiente au niveau de l'IA. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on vous parle de données propres, c'est parce qu'en fait, si les données au niveau du PMS sont mal renseignées, on aura beau avoir la meilleure IA du monde, derrière, elle ne pourra rien en faire. Et donc, nous, partis de ce principe, chez Thalys, on sait faire des connecteurs. On est un PMS cloud, on sait se connecter à des solutions.
que ce soit du RMS, que ce soit du CRM. Et donc là, l'idée, c'était de faire un connecteur, comme on sait faire, mais avec de l'IA. On a testé pendant quelques mois, donc les fameux MCP, LLM, un peu tout ce dont on entend parler et tout ce jargon un peu technique. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, comme un bon stagiaire, l'intégrer directement au niveau du PMS. Donc, vous, de votre côté, pour les clients qui travaillent avec nous, vous sélectionnez l'IA de votre choix, donc en payant ou en gratuit. Ça, c'est vous qui décidez, vous prenez la solution. Alors, je sais que Claude est bien en payant. Nous, on a aussi Mistral en gratuit. Donc, ça, c'est vous qui choisissez et qui prenez votre IA. Et après, vous pouvez le faire, le connecter directement au niveau du PMS. Donc, juste pour vous montrer, hop, je vous montre ce que ça donne. Donc, ici, l'idée, c'est de pouvoir s'en servir. Alors, mon écran, c'est bon? Tout le monde voit bien? C'est OK, on est tout bon. Et donc, vous pouvez vous en servir à la fois pour demander des concaténations de données. Donc, il va venir en fait piocher les informations au niveau du PMS en disant sors-moi, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de mon rapport de nuit. Voilà, rapport de nuit. Et donc, derrière, le but, c'est qu'ils viennent en fait chercher directement les informations. Le but aussi, c'est d'alimenter. Donc, en fait, l'IA, plus on va lui donner des informations, on va le nourrir. Et plus derrière, il va y avoir des données qui vont être précises. Et donc, on va pouvoir sortir par exemple, des listes de to-do pour des réceptionnistes. On va pouvoir lui sortir des KPI où il va aller chercher justement les informations du restaurant et les informations au niveau de l'hôtel. Bon, bien sûr, voilà, Et j'en profite, Alicia. Les réservations qui ont été mal segmentées de la veille, ce serait possible aussi? Exactement. Donc, en fait, ça peut être sors-moi, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais ça peut être sors-moi toutes les réservations qui sont en non défini de la veille. Et comme ça, quand vous faites justement votre réunion tous les jours, comme on a vu tout à l'heure, journalière, vous pouvez justement dire, regarde, toutes ces réservations, il va falloir repasser dessus pour pouvoir leur apporter une segmentation. Il peut même aller plus loin, il peut aller chercher au niveau des commentaires, sors-moi dans les commentaires tous les clients où j'avais écrit VIP. Ce qu'on a testé d'autre, c'est donc des observations. Donc, il peut aussi donner des premiers niveaux d'observation en disant, par exemple, sors-moi la liste de tous mes clients sur un mois et mets-moi une observation. Donc, quelle est la segmentation qui réserve le plus dans mon établissement. Donc, c'est vrai que ça donne un premier niveau d'éléments et c'est des choses qu'on peut également exporter. Donc, ça qui est intéressant. Et comme je dis, c'est directement dans l'univers Thaïs. Il ne faut pas se dire que c'est un nouvel employé, il ne faut pas se dire que ça va remplacer les humains. Il faut juste se dire que j'ai un nouveau stagiaire dans mon établissement et il va m'aider à me faire gagner quelques minutes précieuses au lieu d'aller chercher, parce que toute la donnée finalement qui va vous sortir, vous l'avez déjà. Par contre, lui, voilà, il va faire de l'agrégation de données, il va vous le simplifier, il va vous le structurer pour que derrière, vous puissiez vous-même faire vos observations. Donc, ça peut aller sur... on continue à sortir un petit peu des prompts qui pourraient être intéressants à utiliser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait prévu avec Jean aussi, de préparer un peu des choses que vous pourriez demander à l'assistant IA pour pouvoir bien analyser justement les données de votre établissement. Yes. Tous ceux qui souhaitent une présentation, je pourrais faire une présentation et bien sûr ma démo, malheureusement, ça fait un couac. Sachez que pour tous les clients Thaïs, ce sera disponible à partir d'aujourd'hui, à partir de cet après-midi. Voilà, c'était une petite avant-première. Ouais, c'est chouette. Non, franchement, c'est top. On a hâte de voir un peu ce que vous allez faire avec. Moi, j'ai déjà plein d'idées. J'en doute pas. Non, c'est d'en faire. C'est vrai que c'est aidant. Plutôt que apprendre ou aller chercher dans quel rapport, dans quel machin, là, c'est génial. C'est extrêmement confortable. Et si les équipes le prennent en main, alors là, ça peut changer des choses pour l'hôtel, c'est clair. C'est ça. C'est pour ça que on l'a mis qu'en lecture. Vous pouvez récupérer l'information, vous ne pouvez pas écrire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire passe toutes mes chambres en check-in. Voilà, on y va étape par étape parce qu'on n'a pas non plus envie que ce soit la porte ouverte à passe toutes mes chambres en check-in alors que les clients ne sont pas vraiment arrivés. Ou des bits. On est d'accord, vous avez des données un peu sensibles et surtout des call to action techniques stratégiques. Donc, il faut faire attention quand même, parce qu'il y a des CB, il y a quand même des prévenus, etc., etc. Donc, ouais. Mais en tout cas, vraiment trop chouette pour cette consultation. Merci, Alicia. Et donc, vous l'aurez compris, donc l'acte 1, donc c'est bien, on tient notre timing, hein, il est 28, hein, acte 1.
Donc, l'importance d'avoir du coup de la donnée propre, qu'elle soit dans un univers aussi agréable que Thaïs, moderne, et en plus IA compatible. Surtout, c'est très important, mais parce que belle structuration de données. Mais bon, donc l'agent, le stagiaire, peut-être vous le ferez travailler pour enrichir un peu mieux les réservations. Mais en tout cas, à minima, de le manager, et ça, c'est important, vraiment. C'est la clé, hein, c'est une des grandes clés de la réussite. C'est ingrat, hein. C'est ingrat d'enrichir. Vous savez, même en dehors du scope hôtelier, hein, quand vous faites du commercial, peu importe, vous vendez des solutions RM ou peu importe ce que vous voulez, hein, c'est ingrat hein, d'enrichir des listes, etc. Mais la connaissance client, c'est le Graal de l'opération marketing et du travail produit. Et donc, maintenant qu'on a parlé de data, maintenant on va parler de data en action. Donc, sur la suite du coup de notre webinaire, hein, du coup, sur une question simple, ce pont vaudra-t-il celui de l'an dernier? What is the question? Et donc, du coup, bah, déjà, disclaimer, personne n'est capable d'y répondre sérieusement et de sortir sa boule de cristal. Voilà, déjà, premièrement. Parce qu'il n'y a ni vérité cyclique, il n'y a ni vérité territoriale, il n'y a ni vérité contextuelle. Et c'est ça qui est compliqué dans le revenu management. Globalement, dans la gestion de vos entreprises hôtelières, c'est que chaque territoire est différent, chaque produit est différent, chaque réactivité est différente. Le contexte, les guerres et machin, j'en passe, des vertes et des pas mûres qu'on vit depuis plus de 9 ans. En définitive, c'est extrêmement interdépendant. Alors, ce qui est important, c'était aussi de ramener un peu, parce que du coup, on parle beaucoup de ces ponts, mais finalement, est-ce que tout le monde est pleinement au fait? Alors, moi, je m'étais amusé à poser la question chez moi en interne. Finalement, l'ascension, je ne sais pas trop. Donc, bon, on vous l'a mis, et bien sûr, ce sera disponible. Hein, Aïssa, on mettra. Et du coup, bah, Pâques, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une jour saint, que c'est toujours un lundi. Par contre, il se déplace. C'est un événement qui est mobile qui peut être le 22 mars ou le 25 avril. Vous voyez, il y a une mobilité de presque un mois. Mon 1er mai, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est bon, ça, on est OK, jour férié. Le 8 mai, pareil, date fixe. Donc ces deux configurations sont fixes. Et après, Ascension et Pentecôte sont aussi des mobiles qui se déplacent après Pâques, plus ou moins de manière importante. Ce qui fait que du coup, en mai 2026, là, comme on le voit, aujourd'hui, il y a une topographie extrêmement intéressante dans la mesure où bah, ce vendredi à venir, il est férié, le vendredi prochain est aussi férié. On a une ascension qui est extrêmement bien intéressant à proximité du 8 mai, parce que vous l'avez remarqué, vous faites 1, 2, 3, 4, vous prenez un bloc complet. Donc c'est le moins coûteux pour prendre des vacances, avec une capacité du coup du jeudi 7 soir jusqu'au samedi 16 soir, parce que généralement les gens font le retour, hein, du coup de faire quand même presque plus d'une semaine de vacances et une Pentecôte bien évidemment un lundi. Et donc du coup, on a quand même une topographie extrêmement favorable, c'est très rare. C'est très rare, même, je regardais, c'était il y a 15 ans que ça ne s'était pas produit. Enfin, non, 11 ans, ou toujours, je sais plus. Donc, on a étudié justement bah, les différents ponts de 96 à 2026 sur 30 ans. Donc, du coup, bon, on a une grosse partie, bien sûr, sur avril. Il y a eu 5 années de fériés perdus, où les premiers 8 mai sont tombés des week-ends. Donc, ça, c'est pas de chance. Et bien sûr, l'année à oublier, le Covid, qui a été bien évidemment une sale période sur laquelle on a été machin. Et donc, oui, c'est ça que je voulais vous ressortir. C'était il y a 11 ans. La dernière configuration telle qu'on est en train de la vivre au mois de mai. C'était en 2015. Et donc, du coup, la prochaine qui sera dans les mêmes topographies, ce sera en 2037, selon toute logique. Donc, bon, il va se passer du temps avant que ce sujet ne se reproduise. Et donc, ça, c'est très important. Malheureusement, on voit beaucoup d'établissements comparer, alors pire, un 31 mars avec un 31 mars. Ça, c'est assez dramatique, hein, parce qu'en plus, on compare un vendredi, hein, enfin là pour le coup un lundi avec pas un lundi. Et du coup, hein, parce que bien sûr, on a un civil glissant décalé dans l'agenda. Et en plus de ça, bah, du coup, bien évidemment, on compare des choux et des carottes, hein, qui du coup n'ont pas la même analyse. Et ce qui est important dans le revenu management, c'est cette appréhension du temps, de comprendre, de se projeter sur qu'est-ce qui va se passer. Hein. Bah, du coup, je suis en zone B. Non, ça va tomber pendant les zones A et C. Ah mince, ça tombe pendant que j'ai déjà des Parisiens. Ah, est-ce que ce sera plus intéressant, etc., etc. Donc, du coup, hein, si on compare
des pommes et des poires, mais en définitive, ça va poser énormément de problématiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qui est très ambigu pour les hôteliers, hein, au niveau de leur rapport, c'est que généralement, vous avez un exercice intellectuel comptable et analytique, où là, en effet, vous comparez un mois civil avec un mois civil, ce qui est un exercice comptable, où là, dans le revenu management, on est dans un exercice commercial, même si à la fin, bien sûr, l'approche est comptable et financière. Donc nous, aujourd'hui, hein, pour nous, hein, ce qui peut pilonner du coup une performance dans la lecture du business, hein, il y a 4 variables qu'on va suivre après en cas réel. C'est c'est la tendance, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une trame haussière et baissière du marché? Parce que somme toute, hein, il y a ce que je dis moi, mais il y a ce que je vaux dans mon environnement. Et ça, c'est intimement connecté à ma valeur. Alors oui, ça fait mal, des fois, le marché se trompe. Alors des fois, il ne faut pas l'écouter. Des fois, si les tendances ne sont pas bonnes, il faut savoir l'écouter, hein. Et le truc, c'est de ne pas suivre bêtement que Tartampion est 2 euros moins cher. Ça, zéro. Non, si vous proposez un meilleur restaurant, une meilleure qualité, etc., vous voyez bien plus que ces 2 euros d'écart. Le truc, c'est de le mesurer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que la zone de mesure de ce que je vaux dans un marché, est-ce que l'état de mon portefeuille est en avance, retard? C'est le premier indicateur, à date équivalente, pour éviter justement de comparer un 31 mars avec un 31 mars. Là, on peut dire beaucoup de bêtises. Et donc, c'est là où je dois caler dans mon environnement calendaire quelque chose de cohérent. Après, la troisième variable, est-ce que je suis en train de vendre? Une véritable question. Je suis en train de vendre? Oui, non, plus cher, plus vite, moins vite. Là, d'un coup, hein, donc, je suis bien positionné. Est-ce que je suis bien dans mes processus par rapport à N-1 ou une date équivalente, sachant que les années ne se ressemblent pas? Et est-ce que je vends plus vite ou moins vite? Et in fine, est-ce que je suis capable de faire ce qu'on appelle du forecast, c'est-à-dire une capacité prospective? Quelle est ma latitude, en définitive, à dépasser un objectif de vente? C'est ça le Graal du sujet. En définitive, suivre son positionnement, c'est un élément. Est-ce que ma projection de ce que je suis en train de faire dans mon environnement me donne satisfaction économique? C'est ça la finalité. Et c'est pas Madame Irma, c'est pas Madame qu'est-ce qui va se passer ou tirer les cartes de tarot, pardon. Non, c'est pas ça. Et donc maintenant, je vais vous montrer 2 exemples réels de données que j'ai pris. Un en Charente, où du coup, comment ça se traduit concrètement de manière opérationnelle. Donc, extrait de notre RMS. Donc, l'unité taux d'occupation prix moyen chiffre d'affaires TTC. Je précise, Alicia, pour aider à la lecture, hein, parce que généralement, on me dit après que c'était un peu barbare, hein. Ce qui représente donc, du taux d'occupation du prix moyen de chiffre d'affaires. Donc, ça, vous êtes sur le global, réparti sur l'année 2026. Les équivalences en calendaire sur 2025, ce qui traduit du coup une avance retard. Même plus bête. Donc, ça, c'était le premier indicateur que je vous expliquais. Est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien? Donc cet hôtel, vous pouvez voir qu'il est relativement bien sur le deuxième trimestre de 2026 par rapport à l'année dernière. Mais ça fait depuis longtemps. Du coup, il est piloté depuis très longtemps sur son positionnement. Il suit et accompagne sa montée en charge. Donc, comme il a de l'avance et qu'il est piloté avec une capacité de forecast, du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il a de l'avance en taux d'occupation, en prix moyen, ça s'impacte sur le chiffre d'affaires. Cet hôtel subit comme tout le monde la guerre, l'inflation, la récession économique, hein, tout le monde, hein, c'est la même chose, hein. Cet hôtel aussi, hein. Je tiens à préciser, hein, et il n'est pas neuf, pétant, magnifique, etc. C'est des bons hôteliers, hein, mais quelque part, hein, ils sont comme tout le monde, sauf que derrière, ils ont une trajectoire de pilotage pour objectiver de la décision. Et si vous avez de la meilleure donnée, Alicia, j'ai noté que le bot, il faut que je l'envoie enrichir un peu mieux les données. Et sur 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est hyper intéressant, c'est que globalement, la tendance de réservation, elle est meilleure. On vend tout autant, mais surtout, enfin un peu moins, mais un peu plus cher. Donc du coup, quelque part, on est en train de capter. Et la dynamique de pick-up, elle semble moins bonne à cet effet-là. C'est parce que derrière, il y a des réservations sur fin août qui sont tombées au global. C'est pour ça que le pick-up, il faut faire très attention quand on l'analyse. Généralement, les hôteliers regardent leur pick-up dans le global annuel, dans leur volume de réservation, et pire, dans le journalier. Ça, je vous invite à vous référer à une vidéo qu'on a fait sur YouTube sur le pick-up. Gardez cette image en tête. Quand on regarde son pick-up tous les jours,
C'est comme si on écoutait une note de musique. Quand on écoute son pick-up sur une semaine, c'est un refrain. Quand on l'écoute sur 21 jours, c'est presque une chanson. Et donc, c'est hyper utile, des fois, de prendre un peu de hauteur, d'écouter une chanson complète pour savoir qu'est-ce qu'elle donne. Parce que des notes de musique, d'un coup, ça peut dire, oulala, ça va pas. Donc là, vous êtes sur un pick-up de 7 jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va très bien sur avril-mai. Mais si vous regardez au global, parce qu'il y a eu quelques réservations un peu fragiles sur des périodes fragiles, ça donne l'impression que le pick-up n'est pas génial, notamment des annulations. Et donc, si après je rentre dans le détail, du coup, de ce mois de mai, qui se passe bien pour cet hôtel, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a fait une concentration du 7 au 18 mai, pour le montrer. Donc, cette trajectoire, par exemple, sur le samedi, du lendemain du 8 mai, du coup, l'hôtel est pas trop mal. Déjà 74 de Théo, 155 € de prix moyen. L'année dernière, on avait 8 et 130. Donc, en ce moment, il est en train de tout péter. Plus 9 et plus 25 € de prix moyen. Il a 1500 €. C'est un hôtel de 23 chambres, je tiens à préciser. Quand même, hein, les impacts que ça a économiquement, ils sont monstrueux quand même. Et il continue à vendre un peu plus cher. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que donc, je suis en avance. Je vends plus vite. La question, c'est est-ce que je vais avoir un coût d'opportunité? C'est-à-dire, est-ce que je vais vendre plus que ce que je n'ai réellement de mes 23 chambres? Ce qui physiquement est faux. Mais du coup, là, très intrinsèquement, j'ai un bon positionnement, ça sent, j'ai des bonnes réservations, je vends très vite, j'ai une contrainte. Résultat des courses, effectivement, je peux monter mes prix. Et ça, sur toutes les dates où le forecast est très fort. Il faut mesurer que sur 11 jours, on parle de 9 700 € de chiffre d'affaires. C'est monstrueux. Hein. Ça va très, très, très vite. Et ça, je ne dirais pas assez, les effets de levier sont monstrueux. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les prix pratiqués par l'hôtel, donc justement sur des cales un peu basses, avec du 119, 119 €, sur catégorie d'appel. Hein. Pour ça, la dissociation avec le prix moyen présenté dans les chiffres, c'est qu'il y a des suites, il y a des catégories supérieures qui ont été réservées. C'est pour ça que le prix moyen est plus ou moins robuste. Derrière, qu'est-ce qui apparaît? C'est du coup un potentiel de commercialisation de lignes de produits. Donc ça émane de Callio. C'est qu'est-ce qui vaut cet hôtel dans ce marché-là en Charente? Et derrière, est-ce qu'il est sublimé par son processus de réservation? Et globalement, on l'invite à monter ses prix sur la plupart de ces dates, étant donné qu'il est en avance. Il peut se permettre d'aller au-delà de la valeur du marché pour pouvoir gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires, déjà qu'il en gagne beaucoup plus. Et accessoirement surclasser quand il a des très faibles inventaires. Et bien sûr, baisser ses prix quand les chiffres sont pas bons. Peut-être un point d'étape, Alicia, à cette étape-là, s'il y a des questions? Ou ça paraît personne n'a écrit pour l'instant? Qu'est-ce qu'on aurait comme question? Non, on n'a pas de question en particulier pour l'instant. Bon, ça semble limpide. Bon, et donc, pareil sur un autre établissement dans le Béarn, du coup, sud-ouest, où l'hôtel en question, du coup, c'est un 21 chambres. Je fais exprès de prendre des petits ici pour l'exemple. Du coup, l'hôtel fait 162 € de prix moyen, 34% de taux d'occupation à date en 2026. Quand l'année dernière, il faisait 30 et 153. Donc aujourd'hui, il a 4% de taux d'occupation d'avance et 9 € de prix moyen. Il a pris une petite déguste en réalisé comme beaucoup d'hôtels, sur Q1, ça a été un peu rude, mais contextuellement, il y en a qui n'ont pas trop perdu en PM, donc ils n'ont pas trop perdu en chiffre d'affaires. À ajuster, hein, ça dépend de l'hôtel, ça dépend du produit, ça dépend de la destination. Je me redis, hein, ça dépend de plein de facteurs. J'ai plein de bonnes data, j'ai besoin d'avoir une vision de marché comme avec un outil comme Calio et de pouvoir prendre de la hauteur sur ma propre activité pour pouvoir aider à l'objectivation de la décision. Et donc cet hôtel, du coup, a 68 000 € d'avance de chiffre d'affaires sur l'année et essentiellement concentré sur les 2 trimestres à venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, ça, c'est bien dit, c'est qu'au niveau du pick-up, cet hôtel s'est fait tondre sur la fin de sa montée en charge, ce qui est assez classique, qui est une tendance de fond. J'avais vu une interview de la directrice de Booking.com qui expliquait que les fenêtres de réservation s'étaient fortement allongées, sachez-le. Donc, les gens anticipent quand même, somme toute, pour réserver moins cher à l'avance, qu'il y a un ventre mou où il ne se passe rien, et après, ça se joue sur la dernière minute, et là, c'est très, très compliqué. Et donc là, cet hôtel en question, il s'est fait tondre sur la fin. Donc, cette fois, l'hôtel est plus prudent, joue un peu contre son marché, a tendance à perdre un peu en PM par rapport à l'année dernière en termes de tendance de vente. Par contre, il est en train de capter des volumes.
Et donc, c'est comme ça qu'on peut doser aussi l'agressivité parce que il baisse ses prix, mais bon, 264 à 166, ça va, hein, c'est OK, hein. C'est juste parce que d'habitude, ils sont 30 euros plus chers sur les dates. Donc là, c'est OK. Et donc, pareil, toujours même lecture, est-ce que je suis en avance ou en retard? Donc là, sur la période du 15 mai, c'est plutôt extrêmement positif, ça c'est très bien. Sur le 8 mai, pas si fou que ça. La ligne est solide sur le 8, mais le 9 est un peu fragile. On parle de quand même 210 euros de prix moyen, hein. C'est costaud, hein. On est dans le Béarn, hein, 3 étoiles, hein. Je contextualise. Et donc, les volumes de vente afférentes, ce qui fait que globalement, il y a quand même des semaines qui craignent un peu. Donc, du coup, faut être vigilant, il faut savoir piloter justement son risque. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe de manière assez concrète et opérationnelle? C'est par exemple sur le bloc du 18, 20, 21, où il y avait un forecast extrêmement excédentaire, bah, l'hôtel est déjà dans son rack, donc son tarif le plus cher. Donc, globalement, bah, on ne peut pas lui recommander de vendre ce seconde plus cher qu'il l'est déjà. Bravo. Donc, il est déjà en énorme gain. Toutefois, il y a des dates où, en effet, comme là, on avait vu tout à l'heure, sur ce premier bloc de semaine, où il est donc très en retard, ben oui, il faut savoir baisser ses prix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je vaux, contextuellement dans ce que je vaux, est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien? Ben, je vaux, le marché n'est pas ouf, et le business me dit, enfin, l'outil me dit de baisser mes prix parce que je suis très en retard dans le business. Alors, soit je mets ma tête dans du sable comme une autruche et je me dis, tant pis, j'attends et je prie, ou en définitive, je prends le taureau par les cornes et je pilote mon business. Et donc, ben, ça, c'est un hôtel. Ça, c'est un. Attends, je me suis perdu. Ouais, voilà. Ça, c'est un hôtel qui pilote son business. Donc, à 21 chambres, qui fait aujourd'hui 420 000 euros de chiffre d'affaires et qui globalement fait entre 800 et 900 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même costaud quand même. Et donc, ça, forcément, c'est des hôtels avec potentiellement des gains de rentabilité qui sont assez forts. Donc, vous voyez, deux histoires, une même grille pour le coup, hein, mais il y a des hôtels pour qui ça se passe bien. Peut-être parmi vous, il y en a, ça ne se passe pas bien. Il y a des ponts qui marchent, il y a des ponts qui ne marchent pas, il y a des semaines qui marchent, il y a des semaines qui ne marchent pas. Et en gros, en synthèse, vraiment, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est de la data propre, un bon système d'information, une prise de hauteur pour pouvoir pleinement exécuter la stratégie de son entreprise. Et donc là, pour l'instant, je suis resté en surface dans cet exercice juste sur les nuitées, mais on aurait pu décomposer par segment, d'où l'intérêt d'avoir des vœux pour savoir qu'est-ce qui ne produit plus. Parce que c'est peut-être pas qu'une question de positionnement de prix, c'est peut-être un canal de distribution qui ne marche plus, qui n'a pas été mis à jour, qui a été fermé. Généralement, on regarde, parce qu'on imagine que tout est interfacé, c'est magique. Mais non, non, c'est pas magique, hein. Des fois, oui, votre channel manager, il a été mal paramétré, ben, il y a un tarif qui se ferme. Voilà, comme ça. Ou parce que vous lui avez donné une saison. On a vu, tu vois, Alicia, il y a un hôtel, il y a des hôtels, ils avaient des tarifs flexibles, leur base, qui Alors, étaient j'ai oui, tu as juste une une question. petite question. Oui, Alors, on a une question, est-ce que l'outil prend en compte le marché aussi? oui, oui, tout à fait. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a les paliers de l'hôtel, et ça, c'est la conséquence du marché sur l'hôtel. Donc, en gros, je ne le montre pas dans ce détail-là, mais en gros, il y a le prix des compétiteurs qui sont agrégés, mais le prix des compétiteurs est relativisé à la qualité. En gros, votre hôtel a une certaine valeur, vos concurrents ont une certaine valeur. Opposé à leur prix de vente, est-ce que vous avez une certaine agressivité dans cette valeur? Donc oui, le marché est pris en considération. C'est cette ligne-là qui est recalculée en direct, c'est-à-dire c'est la recommandation de Callio. Donc là, forcément, c'est un hôtel très aligné hein, qui suit Callio depuis plus de 2 ans, donc il gagne bien, donc il ne cherche pas trop à réfléchir sur le sujet, il a raison. Et par contre, il y a une contre-indication du coup du RMS sur cette valeur de marché du fait du contexte des réservations et du forecast. C'est pour ça. Donc, il ne faut pas suivre que son marché. Parce que le marché, il peut dire des conneries. Là, typiquement, le marché n'a pas la bonne lecture. L'hôtel n'est pas bien. Donc, il faut qu'il baisse ses prix. Et le marché n'a pas la bonne lecture. L'hôtel est bien, il faut qu'il monte ses prix. C'est ça qui est Et d'ailleurs, intéressant. C'est poser une base. on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé. Si on suit que les données marché, tous les prix ont augmenté par rapport aux Jeux Olympiques. Les clients ont réservé dans des zones annexes proches Paris. Et après, ça a fait baisser drastiquement les prix.
Donc, en fait, il y a eu un marché qui a fait monter puis baisser les prix avec des offres qui n'étaient pas forcément non annulables, non remboursables. Donc, ça a fait des pics et des baisses à tout va, surtout dans les villes limitrophes de Paris. Vous C'est un avez dû petit voir peu daté comme des exemple, mais volumes. Ouais, je ne m'étonne pas du tout. Ce que tu dis est complètement vrai. Le marché est important. En effet, il faut savoir ce qu'on vaut par rapport à un autre. Ce qui est intéressant, c'est pas juste de se dire d'avoir juste des prix de comparaison. 90, 95, 98, 100, ça ne veut rien dire. Parce que chaque hôtel est différent. Il y a des hôtels qui sont dans des zones excentrées, hein, c'est OK, hein, mais qui ont un restaurant, qui ont un spa, qui ont un machin, etc. Il y en a, ils sont à peu près tous le même hôtel. Il y en a un, il a un Mac Michelin. Bah, truc de ouf, hein. Donc, ça vaut. Ça vaut. Ça se matérialise dans le prix moyen. Parce que la personne, quand elle va faire son choix, elle va acheter. C'est là où la topographie et la nécessité de la valeur de marché, pour répondre à votre question, c'est de contextualiser votre valeur produit. Et après, le marché peut se tromper. C'est ça qui est intéressant. Le marché peut se tromper, peut mal lire l'information. Ou en tout cas, vous impacte différemment. Et donc, vous ne devez pas vous mettre en zone de danger. Nous, notre seul objectif, hein, c'est de faire en sorte que vous ne baissiez pas trop bas inutilement, parce que ça, c'est toujours la question, c'est the question à 1 million de dollars. Hein, c'est est-ce que mon dimanche, je vais le vendre à 90 euros ou à 100 euros? C'est la vraie question, hein, c'est une vraie question. Hein, et finalement, j'attirerai toujours 8 personnes. Et par contre, 10 euros de prix moyen sur 260 dates sur l'année, c'est monstrueux comme différence sur le pas. Et toutefois, quand le marché est flat, ne sait pas lire l'activité, quand le forecast sent bon, parce qu'en gros, 121%, je tiens à préciser, ça incarne de quand le téléphone sonne à la réception. Oui, bonjour, est-ce qu'il vous reste de la disponibilité? Non, désolé. Et juste avant, vous avez vu la réservation booking.com tomber. Hein, c'est con ça. Et ça, c'est entre autres ce qui aide à piloter du direct. Je tiens à le préciser. Parce que j'ai une capacité à identifier des tris de clientèle, donc une contrainte. J'ai deux options pour faire du pognon. C'est soit je joue sur le prix pour augmenter le RevPAR. Si après j'ai atteint une limite sur le prix que je pratique, parce que le client, c'est pas non plus un mouton, hein, on ne peut pas le tondre indéfiniment. Après, derrière, ça se paye en réputation. Bah, peut-être je peux jouer sur les segments. Oui, il est possible de trier les clientèles. Oui, il est possible de fermer des OTA. Oui, j'assume. Oui, je le fais depuis plus de 12 ans. On a d'ailleurs des questions par rapport au. Donc, il y a deux autres questions. OK. Alors, en plus de l'aspect montée, baisse des prix, quel est votre avis sur la fermeture des OTA en amont et à la réouverture en dernière minute pour combler les trous sans pour autant baisser son prix? Et j'ai envie de dire, chaque cas, chaque période, chaque hôtel. C'est une très très bonne question. D'un point de vue tactique, cette tactique-là qui est décrite, qui est très intelligente, ressemble beaucoup à une autre tactique des hôteliers de mettre des minimums de séjour pour s'économiser des chambres à blanc, de faire que des recouches, économiser les coûts de ménage, etc., etc. Ben, de manière drastique, dans le même esprit, hein, quand vous mettez pas le minimum de séjour, imaginez 100% d'un gâteau. Voilà. Vous touchez tous les touristes. Vous mettez un minimum de 2. Dites-vous que vous n'avez plus que 15% du gâteau. Donc, vous venez de vous couper 85% de la taille du marché. C'est monstrueux. Pourquoi? Parce que les gens sont en itinérance. Vous savez, ils prennent leur téléphone. C'est bien se prendre en photo dans plein d'endroits. Comme ça. C'est une mode. Et, et donc, je garde mes minimums de séjour tout le temps et c'est en last minute que je les ouvre pour remplir mon hôtel. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de remplir son hôtel, de faire du matelas avec des conditions de vente ou du bon prix pour faire vraiment du pognon? Et les dernières, parce qu'il y a des pics de remplissage, mettre ces minimums de séjour pour s'assurer d'éviter d'avoir des trous dans le Tetris, entre guillemets. C'est pas la même approche. Pareil pour les OTA. Les OTA, moi, je suis d'avis de laisser ouvert le BINS, de suivre un track de remplissage, sauf si énorme conviction événementielle, mais hein, on a tous un peu comme ça en ce moment, un peu les pétaches, hein, même avec un hôtel comme ça, hein, je ne m'amuse pas à faire mes OTA, hein, vous imaginez. Hein. Et donc, par contre, en effet, je laisse remplir, je remplis. Ma stratégie directe est plutôt du bon discours de vente commerciale, un bon site internet, un bon CRM, d'autres éléments périphériques qui me permettent d'attraper le prospect. Ça, il faut avoir une bonne agence digitale, avoir une bonne réflexion.
Et après, sur sur ma fin de montée en charge, j'ai un gros track record. Je vais faire, je sais plus, c'était dans l'autre hôtel, je sais plus, j'avais une date assez folle. Ouais, 184% de remplissage. Je suis à 78 de Théo. Bon, je peux peut-être la jouer. Je peux peut-être la jouer. Je me dis, bon, il ne me reste pas beaucoup de chambres à vendre. Je peux essayer de les vendre en direct. Là, ça se tente. Parce que là, j'ai une capacité de refus monstrueuse. En gros, le forecast est le meilleur indicateur de prise de risque du segment, sous réserve que les réservations soient bien segmentées, parce que aussi sur les OTA, parce que les OTA, vous avez Booking.com, vous avez Expedia, vous avez plein de machins. Dedans, vous avez du coup des flexibles, des NANR, des promotions, des mobiles, des Genius. Qu'est-ce qui prend le pas? Et quand vous fermez, qu'est-ce qui impacte le plus? Parce que techniquement, vous pouvez vous dire, OK, j'ai 50% de mon hôtel qui est rempli de NANR. Je ferme mon NANR. Résultat des courses, je vends en flexible, donc je vends 15% plus cher, 10 à 15% plus cher. Je reste ouvert sur les OTA, je suis juste moins accessible, je vends plus cher, plus rentable. Mais quelque part, je peux laisser mon NR en direct ou mon flex et ma disparité jouer et donc attirer plus naturellement sur le direct sans jouer Fanjo à fermer les tarifs. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement ici à la question, j'espère. Complètement. Et j'en ai encore deux. Ok, d'accord. Alors, quel inventaire pour tirer des conclusions et bouger les prix? Combien de chambres par catégorie? Redis, s'il te plaît, excuse-moi. Quel inventaire pour tirer des conclusions et bouger les prix? Combien de chambres par catégorie? Alors, il y a deux questions. Quel est l'inventaire Ouais, pour tirer des conclusions et bouger les prix. bah, j'ai envie de vous dire, il n'y a, pas de. À partir du moment où vous avez un historique, vous avez une base de forecast. Et à partir du moment où vous existez, même si vous avez zéro nuitée, somme toute, il faut vous positionner. Nous, tous nos clients sur Caio, on les pousse à renseigner leur prix 360 jours de l'an. On continue. Même s'il n'y a pas de réservation. Par exemple, il y a un truc qui est très connu que les hôteliers oublient souvent parce qu'on pilote sur 1 ou 2 mois devant nous. C'est un réflexe normal, on ne peut pas piloter toute l'année, sauf quand on a des outils comme les nôtres qui ramènent tout. Mais ça, c'est un autre débat. Il y en a pour qui venir en France, c'est le voyage d'une vie. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'autre bout du monde, en amoureux, vos 10 ans de mariage, etc. Voulez-vous faire un truc de ouf, hein, dans un pays lointain ou que sais-je. C'est le voyage d'une vie, hein. Vous mettez 10, 15, 20 000 euros de budget, hein. Vous le prévoyez 1 an, 2 ans à l'avance, le truc. Vous faites pas à l'arrache, quoi. Ça se prévoit. Et donc, ne pas être visible dans ce truc-là, bah, c'est pas se donner l'attitude d'attirer potentiellement ce prospect. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, et donc justement, pour répondre à ça, qu'est-ce que je vaux même si je n'ai pas de réservation? Ben, je peux déjà bouger mes prix. Déjà, il y a une saisonnalité. Nous, on voit dans des villes, je ne sais pas, comme Bourges, etc., bah, c'est du business. Donc, c'est les mardis, mercredis. Ça fait comme ça. Il y en a, c'est par exemple, Saint-Malo, ben, c'est un gros objet loisir. Ça fonctionne comme ça. Et donc, ça, c'est important d'avoir cette appréciation de l'espace et du temps pour faire. Et au niveau des catégories de chambres, je ne le dirais que trop. Moins vous en avez, mieux c'est. Et ça, je vois malheureusement des hôtels indépendants de 22 chambres avoir 8 catégories de chambres, mais comment se faire harakiri commercialement? Euh, déjà, à les vendre, c'est compliqué, hein. Deux, à faire l'upsell, c'est encore plus compliqué, hein. Et trois, ça fait des trous de planning. Et ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs, ici, sur le sujet, hein. C'est les catégories d'appel des hôtels. Généralement, ils ont tendance à avoir 1 ou 2 chambres. Alors après, c'est structurel au bâtiment. J'ai tendance à vouloir conseiller à déclasser des chambres, c'est rude, hein. Déclasser des chambres pour faire un matelas de vente. En gros, dans le business, normalement, il vous faut des produits d'appel, des produits milieu et des produits premium. Bon, je résume grossièrement le sujet. Parce que les produits d'appel attirent des prospects qui vont acheter des produits premium et des machins. Et si vous avez, c'est une pyramide inversée, c'est-à-dire très peu de produits d'appel et que des produits premium, bah, c'est super compliqué à vendre. Ça, c'est vrai, c'est une vraie question. Bon, je sais pas, j'ai répondu à la question. Et dernière question, alors, et quand une nuit se trouve au milieu d'un séjour qui aurait pu être plus long? Je pense que Ah, est-ce qu'il vaut mieux l'annuler? bah, ça, Qu'en faire? bah, c'est vrai, hein, c'est vrai quand on ouvre à de la nuitée, hein, et donc à ce qu'on appelle le court séjour, hein, en effet, ça casse les dynamiques de long séjour, c'est vrai. Mais généralement, enfin, si on doit vous donner une image d'ailleurs de PMS, moi j'aime bien dire qu'un hôtel qui a un énorme taux d'occupation, c'est des lattes de parquet.
comme ça, le planning. Sauf que dans la réalité, hein, des belles lettres de parquet, il faut vivre dans des environnements où il y a vachement de mixité de clientèle, des loisirs, de l'affaire, des nationalités, etc. C'est pas tous les territoires qui ont ça. Pourquoi Paris et Nice, ils font 80 de Théo? Bah, c'est ça. C'est qu'il y a de l'affaire, de l'événementiel, des étrangers, des Américains, un aéroport international, du corpo, du loisir, enfin, moi, tout ce que vous voulez. Donc, ça fait des lattes de parquet dans les plannings. Normalement, c'est pas trop mal. Mais dans la réalité de la plupart des hôtels de France, c'est des mosaïques, les plannings. Comme ça, c'est des petits courts séjours. Et donc, sauf en bloc estival, qui est peut-être, allez, 3 semaines dans l'année, je suis gentil, ou bah, finalement, est-ce que c'est pas mieux de vendre 3 nuitées, je suis très provoque, à 250 balles chacune, donc c'est 3 nuitées rapportent 750 euros, hein, que de vendre un séjour à 600 euros. C'est une vraie réflexion, hein, après économique, avec du ménage et le machin. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le F&B, avec Alicia, elle a raison, hein, sur la restauration, etc., les autres pendants économiques. Mais ce qui est certain, c'est que pour vendre un 3 nuits, ben, généralement, c'est plus un produit. C'est plus c'est les gens qui arrivent à attirer des familles ou des personnes, des segments particuliers. Mais en tout cas, le persona type hôtelier, loisir, euh, jeunes grands-parents sans enfants et jeunes avant enfants, parce que généralement, quand ils ont enfants, ils demandent aux hôtels, ils ont les campings. En définitive, ben, c'est des gens qui sont itinérants parce qu'ils n'ont pas la contrainte du déplacement. Quand un hôtel avec de la famille, vous ne déplacez pas vos 2 enfants, vos 3 enfants, tous les jours de plusieurs hôtels pour photographier dans des monuments. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et donc, euh, et donc la boucle est bouclée pour moi, hein, je pense, Alicia. Hein, Thaïs prépare la maison et RMD habite dedans. Hein, on aime bien, nous. Alors, j'ai une dernière question qui vient d'arriver. Ah, Et oui, tu as très bien répondu. J'ai eu un oui, merci. Alors, peut-être avez-vous déjà abordé la question comment sont prises en compte les prévisions d'annulation dans la gestion RM de Qualio pour proposer ou non de faire de l'overbooking sur certaines dates? Oula. Euh, l'overbooking, déjà, les hôtels qui en font, top, hein, c'est très rare. Mais c'est vrai que c'est une très bonne technique par le jeu des annulations de vendre 102, 104, 106% de l'hôtel. Ça, c'est bien. Il n'y a pas que les vilains coquins qui font de overbooking dans les day use, hein. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne tactique. Les annulations, euh, très bonne question. Les annulations ne s'anticipent pas. C'est votre point, il est très bon. S'ils s'anticipent dans la mesure où il y a le on the book de l'année dernière et l'atterrissage, donc entre les deux, s'il y a eu des annulations, bah forcément, il y a une inflexion dans le reste à vendre théorique qui est la base du forecast. Donc ça, c'est vrai. Après, justement, la question est très, très juste, hein. Euh, les hôtels avec des gros taux d'annulation sont des hôtels difficiles à forecaster, par définition. On l'a vu dans plusieurs établissements qui avaient mais des taux d'annulation, j'avais jamais vu ça de ma vie, hein, du 60-70%. C'est à pleurer, quoi. Une réservation, elle a une chance, enfin, 2 chances sur 3 de péter, hein. Mais pourquoi? Parce qu'avant, c'était des hôtels à promo, full genius, full machin, full horreur, hein. Et toutes les opérations de promotion de cet hôtel, entre autres, que je pense, hein, n'étaient pas protégées par des CGV. Donc, en gros, il y avait de la remise qui détruisait toute la structuration tarifaire et commerciale de l'hôtel. Donc, l'hôtel n'avait aucun intérêt à acheter un ANR, flexible, etc. Il trouvait que des promos annulables. Donc, du coup, un portefeuille très opportuniste qui lui pétait entre les doigts tout le temps, du coup, des taux d'annulation monstrueux, c'est inforecastable. Donc, pour répondre à votre question, une très mauvaise pratique commerciale, même si les données sont bien saisies en PMS, in fine, le forecast quasi impossible. C'est vrai. C'est vrai parce que on ne peut pas, et votre point est bon, ça nous est arrivé d'avoir des hôtels, on se dit, ouais, génial, on explose tout, hein. Et non, parce que c'était des portefeuilles artificiels. D'où l'importance d'avoir différents niveaux de CGV, d'avoir des matelas, de ne pas dépendre d'un seul acteur, d'un seul segment, de ne pas être trop gourmand, mais pas non plus trop bradé. Enfin, c'est une question de curseur. Et c'est et donc tiens, j'y pense juste avant de terminer, Aïssa. Nous, on est tellement sûrs de nous dans le pilotage via le RMS. Nous, tu annonces l'IA, moi j'annonce le performance garantie. C'est-à-dire, nous, les clients qui achèteront Calio RMS, on les rembourse s'ils n'ont pas gagné l'équivalent de ce que ça leur a coûté. Et nous, on est sûr de nous aujourd'hui en termes de performance. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à prendre contact, hein. On est vraiment sûr de nous. On trouve que ça fait le boulot aussi bien que nous.
Du coup, les coordonnées, et ça, on s'était dit qu'on allait réfléchir aussi à un livre blanc. C'est Ça te ça. plaît? C'est vrai qu'on aime beaucoup ce qui est concret. Je pense que ça s'est ressenti. Ce qui est actionnable, applicable. Donc déjà, donc il y aura un rapport écrit un peu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Le replay sera aussi disponible si vous souhaitez le revisionner. Et également, si vous souhaitez prendre rendez-vous, on vous remettra les coordonnées d'Hélène et moi-même. Et on verra pour faire un livre blanc ou pour faire ce type de format. Là, on avait décidé de faire sur les ponts de mai, mais s'il y a des thèmes ou autres qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour qu'on puisse refaire ça. Parce que c'était un super exercice et qu'on adore faire des, des masterclass avec Jean. Donc, on est très friands de Ouais, ça. top. Bah, merci. C'est vraiment un vrai plaisir. Bon, ça a l'air d'avoir plu. C'est cool. Merci à tous. Bah, merci. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on vous prépare de notre côté un livre blanc. Comme ça, vous Top. aurez tout ça à disposition. Et on croise pour vous, pour vos ponts, du coup. C'est ça. Toute Bon la point à vous. bonne performance. On croit à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.